Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Accueillir l'autre en situation interculturelle. Altaï Manso et Luxnock. Centre de santé mentale pour migrants. L'association Taban à Liège s'est construite peu à peu dans l'interaction de tous ses intervenants professionnels, bénévoles, consultants, stagiaires et autres visiteurs. Si nous avions des références, nous n'avions pas de dogme. Sauf la nécessité d'écouter les besoins des gens et de bâtir avec eux quelque chose qui puisse les aider. Cet empirisme revendiqué pouvait mener à l'errance. Pour l'éviter, il a fallu réfléchir en permanence sur l'adéquation entre ce qui est proposé et les besoins des consultants. Faire la théorie des pratiques, en corrigeant si nécessaire et en l'enrichissant sans cesse. Ce livre fait le point sur cette réflexion de 20 ans non sans la confronter aux pratiques d'autres acteurs de la santé mentale des migrants, en Belgique, en Suisse et en France, pour progresser et partager. Quelle est la spécificité du travail psychologique avec les migrants et les réfugiés ? Ne sont-ils pas des patients comme les autres ? La plupart de ces personnes sont des blessés. Elles sont blessées moralement, par le contact brutal avec la mort. Cette blessure peut les mettre sur le chemin d'une maladie mentale, qui se construit comme une tentative inadéquate de cicatrisation. Dans la plupart des cas, les gens viennent avec leurs symptômes de trauma psychique, mais en conservant intact leur dynamisme et capacité de vivre. Comment se sentiraient-ils dans un centre de santé mentale ordinaire ou un hôpital ? Comment les soignants, habitués à voir de vrais malades mentaux, se sentiraient-ils avec eux ? Lorsqu'on travaille avec des migrants, il faut tenir compte de leur façon d'interpréter le monde, souvent différente de la nôtre. Ces différences sont loin d'être insurmontables, masquant à peine la profonde communauté qui nous unit. Il n'empêche, si nous les méconnaissons, nous nous condamnons à renforcer les préjugés. Il ne s'agit pas que le travail avec les migrants soit réservé à quelques centres spécialisés. Au contraire, le partage de cette expérience paraît essentiel afin qu'à terme, tous les acteurs de terrain puissent s'en inspirer. Cela n'est possible qu'en adaptant le cadre de travail aux besoins spécifiques des consultants. Cet ouvrage explique les adaptations nécessaires pour que les consultants se sentent à l'aise, compris et soulagés des traumatismes subis, pour conserver un pouvoir sur eux-mêmes et au-delà, pouvoir s'intégrer sereinement dans la société d'accueil. Il est composé de 4 parties. La première identifie les problématiques spécifiques rencontrées dans l'accueil et l'accompagnement psychologique de personnes immigrées. Elle pose les conditions et les orientations d'une adaptation utile du cadre thérapeutique. En plus de Taban, les expériences présentées concernent le Centre Minkowska à Paris, Appartenance à Lausanne, l'IRFAM à Liège et Santé en exil à Charleroi. La deuxième partie se focalise sur le nécessaire engagement personnel des thérapeutes dans le processus clinique, avec un public issu de l'immigration, ainsi que ses bénéfices et ses risques. La démarche de Taban est mise en regard avec les actions de centres tels que Sémaphore, à Mons, Espace 28 à Verviers, de même que l'unité clinique de recherche et de formation sur les traumatismes psychiques de Saint-Denis en France. La troisième partie développe les dimensions collectives du travail d'accueil et de soins des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Comment tisser la toile de l'inclusion sociale ? Outre l'organisation collective des thérapies et des animations proposées à Taban, les articles décrivent la collaboration de cette association liégeoise avec des structures telles que les maisons médicales et des services sociaux dédiés aux immigrés comme Cap Migrants. La partie est clôturée par une contribution de Clinique de l'Exil de Namur qui illustre le pourquoi et le comment d'une proche collaboration entre centres de santé mentale, services d'interprétariat social et services socio-juridiques sur les dossiers de demandeurs d'asile. Enfin, la dernière partie propose 2 réflexions émanant d'une part du Centre Ulysse de Bruxelles et d'autre part de l'équipe de Taban. Elle prolonge dans la sphère politique l'action pratique des centres de santé mentale spécialisés et nous interpelle en tant que citoyens. L'asile et l'accueil ne sont-ils pas une simple nécessité de notre humanité ? Adapter le cadre. Muslim et Aïcha. Muslim et Aïcha. Nous avons rencontré Muslim, 9 ans, et sa sœur Aïcha, 7 ans, à la demande du centre psycho-médico-social d'une école liégeoise. Issus d'une famille subsaharienne, ils sont en Belgique avec leurs parents des demandeurs d'asile.
Les enfants sont venus accompagnés par leur père qui se disait inquiet par leurs difficultés. Insomnie et cauchemars. Après avoir rencontré le père et les enfants, nous avons constaté que toute la famille avait vécu des traumas graves, et chacun de ses membres en a été atteint différemment. Le père était chauffeur dans une grande ville en Afrique. Un jour, il a transporté des opposants du régime politique en place et a été interpellé par les militaires. Il a été torturé et emprisonné durant quelques jours. Pendant ce temps, les militaires sont venus chez lui, ont brûlé vif son frère et ont violé la mère des enfants. Les enfants étaient présents, mais ont réussi à se cacher dans les champs. La mère et les enfants se sont ensuite réfugiés dans une église où le père les a retrouvés. Leur voyage vers l'Europe a été particulièrement difficile. Les enfants rapportent notamment le trajet en voiture, où ils ont dû se cacher dans un coffre pendant des heures. On apprend aussi par le père que sa femme va mal et éprouve des difficultés à s'occuper des enfants. Selon lui, elle aurait besoin d'un suivi psychologique. Le père a introduit une demande de suivi psychothérapeutique pour lui-même, mais il ne s'est présenté qu'une fois en consultation individuelle. Par contre, il y amène régulièrement ses deux enfants. Après avoir rencontré les enfants ensemble, nous avons proposé des suivis individuels pour chacun d'entre eux. Muslim et Aïcha présentaient tous les deux un trouble de stress post-traumatique. Muslim se plaignait de reviviscences diurnes répétitives et quotidiennes des moments traumatiques qu'il a vécus. Il revoyait les scènes de violence et souffrait de reviviscences auditives, cris, insultes, particulièrement pénibles. Par ailleurs, il semblerait que, durant les faits, il a voulu occuper la position de grand frère. Il relate notamment des moments pendant lesquels il veillait à ce que sa petite sœur, cachée à côté de lui, ne voie pas les violences qui étaient faites à leur mère. Il surveillait également que sa sœur ne pleure pas trop fort, afin que les malfaiteurs ne les retrouvent pas. Cette position de grand a été coûteuse en termes psychiques, car c'est Muslim qui était le plus atteint par le trauma. On constate chez lui des troubles cognitifs, difficultés de concentration particulièrement handicapantes pour sa scolarité et une grande tristesse. Durant les séances de thérapie, il met en place des jeux où la violence physique se répète sans cesse et parfois sans trouver une issue favorable. Muslim a montré une certaine capacité à verbaliser son vécu, ce qui permet de faire un pronostic favorable. Plusieurs séances de désensibilisation et reprogrammation par mouvement des yeux, EMDR, ont été effectuées et ont permis une certaine diminution des cauchemars, sans pour autant qu'ils disparaissent tout à fait. Les troubles de l'humeur ainsi que les troubles de la concentration restent également présents. Aïcha présente également un stress post-traumatique lié aux événements vécus. Elle se plaint de cauchemars nocturnes et de difficultés d'endormissement. Le contenu des cauchemars présente des signes d'élaboration, ce qui est positif. Toutefois, elle continue à être dérangée par des reviviscences diurnes pendant lesquelles elle revoit la scène de la mort violente de son oncle. Elle éprouve des difficultés pour comprendre la raison de ces violences. Elle présente des troubles de comportement, opposition, de l'humeur dépressive, des nombreuses peurs. Le travail thérapeutique a été effectué à l'aide de techniques telles que des jeux de sable et l'art-thérapie. On a aussi constaté des difficultés relationnelles entre les parents. Les conflits concernent le partage de l'argent au sein du couple en lien avec la place du chef de famille mise à mal par le vécu traumatique et la migration. L'état psychologique des parents et leurs conflits ont eu des répercussions négatives sur les enfants. La situation familiale est même devenue des plus chaotiques au moment où la mère a pris les enfants pour s'enfuir vers un pays voisin, et cela, malgré l'interdiction de quitter la Belgique pendant la procédure de demande d'asile au risque de perdre tous leurs droits. Une fois rentrés sous la pression du père, la situation a continué à se dégrader. À la demande d'une association qui offrait l'aide socio-juridique à cette famille, nous avons notamment dû intervenir suite à un constat de maltraitance de la mère envers Aïcha. Le père a alors pris une décision lourde de conséquences. Il a révélé aux enfants que sa femme n'est pas leur mère biologique. Furieuse, son épouse a insisté sur le fait qu'elle a éduqué les enfants dès leur naissance. Face à ce conflit familial, nous avons proposé des rencontres en couple, en présence d'un interprète. Nous avons ainsi appris que le père avait 2 épouses au pays. L'une d'entre elles était la mère biologique des 2 enfants. Toutefois,
Les enfants étaient éduqués par les deux mamans sans faire de différence entre elles. La mère biologique se serait réfugiée dans un autre pays d'Afrique et garderait des contacts avec les enfants. L'autre, en Belgique, se présente à l'administration, mais aussi à la communauté comme étant la mère des enfants. Quelques jours après cet entretien, la famille a reçu un ordre de quitter le territoire belge et nous ne les avons plus revus. La famille serait restée en Europe, mais les parents se seraient quittés en partageant les enfants. Aïcha serait partie avec madame et Muslim avec monsieur. La prise en charge de cette famille n'a duré que quelques mois. Toutefois, elle nous a beaucoup marqués tant par la lourdeur de l'histoire de ces enfants et la complexité de la situation familiale, que par le sentiment d'impuissance face à l'arrêt brutal du suivi. Un fait, hélas fréquent, les décisions administratives influent sur la capacité des familles de se rendre en consultation. Yousra Benadzouz, avril 2016. Psychologie et migration. Orientation dans le domaine de la santé mentale. Altaï Manso. La psychologie a beaucoup à apporter à notre compréhension des migrants et de l'immigration. Berry, 2001. Elle est enracinée dans deux contextes fondamentaux et conduit résolument vers une intervention pratique. Le premier de ces contextes, le processus permanent d'acculturation découle de l'anthropologie et nourrit la psychologie transculturelle. Berry, 1990, Liepkind, 2000, Ward, 1996. Le second, les rapports sociaux entre individus ou groupes, découle de la sociologie et alimente la psychologie sociale. Brewer et Brown, 1998, Brown et Gertner, 2001. Ces domaines sont concernés par des questions essentielles qui se posent indubitablement aux migrants. Le maintien des caractéristiques du groupe d'origine, d'une part, et le contact avec la société d'accueil, d'autre part. À l'intersection de ces questions se situe l'espace d'interculturation, où les membres des entités précitées, de l'une ou de l'autre, ou encore des deux à la fois, interagissent réellement ou virtuellement. Aboud et Lévy, 1999, Berry et Kalin, 2000. Ils y développent des frontières visibles ou invisibles, physiques ou mentales, mais aussi des liens et des brassages annonciateurs de nouvelles cultures synthétiques. Barthes, 1998. C'est dans cet entre-deux culturellement hétérogène et socialement hiérarchisé qu'intervient l'éducateur, le thérapeute, bref l'acteur social dans l'acception la plus large possible. Notre objectif, dans cette analyse, est de développer un cadre conceptuel pour comprendre la psychologie de l'immigration, de façon à servir l'action des praticiens auprès des populations concernées. Notre réflexion puise son inspiration dans l'accompagnement par l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations de 5 équipes de santé mentale en région wallonne. Selon Berry, 2001, l'objet principal de la psychologie transculturelle est l'acculturation. Cette dernière englobe, tant au niveau des individus que des groupes, les phénomènes identitaires d'adaptation, de participation sociale, de changement d'attitude et de comportement, au gré des contacts de culture ou au contraire, les crispations et les actes de conservatisme face à l'expérience de la diversité socioculturelle. Quant à la psychologie des relations intergroupes, elle s'intéresse à la catégorisation, aux stéréotypes, aux préjugés, à la discrimination et aux comportements de domination et d'exclusion comme le racisme et la xénophobie. Elle peut comprendre l'étude des idéologies plus ou moins ouvertes, face à la multiculturalité. La finalité des deux approches est d'appuyer les applications politiques et pratiques visant, d'une part, le domaine de la cohésion sociale et de l'intégration, ainsi que de l'accessibilité culturelle des structures du pays d'accueil, et d'autre part, les actions contre le stress et les conflits sociaux ou personnels occasionnés par les processus acculturatifs. Le champ de la santé mentale est traversé par ces deux préoccupations de terrain à la fois. Soulager et dépasser les effets du stress acculturatif et adaptatif, ou permettre au plus grand nombre un développement identitaire inclusif et positif, mais également chercher à ajuster les offres et les dispositifs à la diversité évolutive des publics. Prenons le cas de la recherche et des développements en matière de clinique en psychologie interculturelle, Schurman, 1994. Les initiatives les plus originales parmi ces pratiques apparaissent comme étant liées aux dimensions réfugiés, traumatisme de guerre, genre, et croyances comme facteurs de reliance et de résilience. Le bilan de ces pratiques met en valeur des apports intéressants relevant d'une extrême urgence et d'une grande utilité sociale.
Les populations immigrées, par leur diversité et distance culturelle par rapport aux modèles occidentaux, représentent, de fait, de nombreux défis pour les psychologues, même sans tenir compte de la particularité du traitement des traumatismes intentionnels, Tovmachan et Bentata, 2014. Elles voient souvent leurs demandes évacuées et leurs pratiques pathologisées, le rapport au surnaturel par exemple, quand ces migrants ne sont pas simplement jugés comme archaïques dans leurs pensées et comportements. La clinique interculturelle permet ainsi d'identifier de bonnes pratiques d'accueil, d'orientation psychologique, de conseil et de traitement des réfugiés et des immigrés, dans des contextes divers. Elle inspire des pratiques de suivi en réseau, des actions préventives, l'adaptation des services à des besoins spécifiques, etc. Parfois bien au-delà du cas des populations étrangères, occasionnant une remise en question générale de conception de la santé mentale et des services qui y sont dédiés, Hervieux Wayne, 2005, Schurman 2010. Principaux défis posés par l'accueil des patients issus de l'immigration. Un des défis les plus immédiats des intervenants en santé mentale, face à certains patients d'origine étrangère, est sans doute de devoir travailler avec un interprète. Souvent, des intervenants pensent que l'accueil de personnes souffrant avec interprète engendrera une complexification du travail thérapeutique. Pourtant, comme de nombreux exemples le montrent, Gogikian, Ratcliffe et Suardi, 2006, cette présence peut également être l'occasion d'une meilleure accroche de l'usager et d'un soutien plus efficace. Elle permettrait de nourrir le travail du psychologue. Ainsi, dans une perspective ethnopsychiatrique, l'interprète est une évidence et constitue une opportunité et non un obstacle, même si faire intervenir cet acteur pose des questions sur les pratiques habituelles en thérapie et demande un effort d'adaptation de ses habitudes. Une des difficultés à contourner est cette représentation binaire des thérapies et relations d'aide dans les cultures professionnelles du monde occidental. Il est alors difficile d'y faire entrer un intervenant de plus, alors que l'influence positive de mini-groupes dans la recomposition de liens sociaux chez des patients souffrant de trauma semble de plus en plus documentée. La nécessité de faire appel à un interprète répond à deux sortes de motivations. D'une part pour des questions de compréhension et d'autre part pour accéder aux représentations culturelles, c'est-à-dire à l'univers référentiel du patient. Bien plus qu'une simple traduction de mot à mot, où l'information transiterait par un tiers transparent, des voix s'élèvent de plus en plus et surtout dans les pays francophones pour que l'interprète soit considéré comme un agent ou un acteur dans la création d'un référentiel cognitif commun patient-clinicien-interprète. Gogikian, Ratcliffe et Suardi, 2006. Toutefois, se posent à juste titre des questions sur la professionnalité de cet autre intervenant. Les risques sont évidents si l'interprète n'est pas formé et expérimenté. En dehors des situations d'urgence, on n'imagine pas l'intervention d'un tiers non spécialiste et a fortiori d'un proche de la personne qui consulte et même dans ces situations, l'intervention par téléphone de professionnels reste parfois possible, l'improvisation doit être évitée. Une deuxième difficulté souvent pointée par les acteurs généralistes de la santé mentale concerne la contextualisation sociopolitique de la présence des migrants. S'impose en effet une clarification des concepts. Qui est migrant, qui est réfugié, qui est primo-arrivant, qui est issu de... Le contexte est de fait complexe, et les intervenants éprouvent des difficultés à questionner les familles sur leur trajectoire. Est-ce leur rôle? En ont-ils le mandat? N'est-ce pas intrusif? Que faire des informations recueillies? Que faire, par exemple, quand les réponses aux questions sont des demandes d'aide dans la régularisation d'une situation? Les intervenants psychosociaux doivent pourtant interroger et comprendre le contexte politique, économique, social et culturel qui préside à la migration de leurs patients, souvent dans des conditions précipitées. Il est probable que des traumatismes jonchent cette route d'exil du début à la fin, y compris les difficultés d'installation dans le pays d'accueil. Certes, nous ne pouvons changer ni le passé ni le contexte des patients, mais bien leur rapport à ce passé et à ce contexte afin de permettre à un lendemain de naître. Pour autant, tout constat ne peut pas être attribué aux caractéristiques culturelles ou religieuses des consultants. Extraire les dimensions culturelles pertinentes, d'une part, et les effets des rapports de force qui se vivent dans le pays d'installation notamment, d'autre part, est aussi une des difficultés des psychologues face à des patients d'autres origines ethniques. Les questions culturelles ou religieuses font plutôt rejaillir les dimensions liées à l'héritage, à la transmission au sein des familles immigrées.
Cette fonction est compliquée par le fait que les personnes ne sont plus dans leur contexte d'origine et doivent s'adapter, rapidement et seules, à de nouvelles réalités culturelles. La remarque précédente n'annule toutefois pas l'importance de percer la bulle culturelle de la personne qui consulte. On observe cependant des difficultés dans le chef de nombreux thérapeutes à pouvoir l'interroger. Comme si la chose se posait en tabou dans le cadre thérapeutique, et ne devait être prise en compte que ce que le patient amène spontanément. Dans un contexte où le soignant et le soigné ne partagent pas les mêmes référentiels culturels, n'est-il pas utile d'envisager un cadre thérapeutique adaptatif, fondé sur l'analyse progressive de la situation réciproque des acteurs, thérapeutes, consultants, interprètes? Dans cette réflexion, selon Schurman 2010, l'une des exigences principales à l'égard du thérapeute est de ne pas engager ses propres désirs. Il est tout aussi essentiel de tenir compte de l'objectif de la cure. Vers où se dirige-t-on? Cette direction dépend du projet personnel du consultant et de ses références anthropologiques. Le colloque singulier semble souvent caduc lorsqu'on travaille avec des personnes pour qui l'homme seul n'existe pas, ou ne survit pas longtemps. Aussi, certaines dimensions des consultations ne peuvent-elles pas se rapprocher d'un modèle communautaire? Déjà la présence de l'interprète constitue un pas dans ce sens, mais il est possible d'aller bien plus loin. Offrir un cadre davantage collectif et socialisant aux thérapies proposées est souvent un défi majeur au sein des institutions généralistes de santé mentale, notamment en Belgique où l'offre est sectorisée. Au-delà de l'aménagement de la thérapie elle-même, il s'agit de situer son service dans le cadre d'un partenariat capable de prendre en charge les diverses difficultés vécues par les migrants, et en particulier le public en demande d'asile. Questions de santé en général, guidance sociale et juridique, apprentissage de la langue de la région d'accueil, aide matérielle, accès au logement et à l'emploi, etc. Il serait évidemment naïf d'ignorer que ces collaborations elles-mêmes, pour utiles qu'elles soient, tant pour les patients que pour les équipes, présentent maintes difficultés et limites. Le décloisonnement, l'articulation et les synergies entre les aspects biologiques, sociaux, culturels et politiques sont complexes. La seule façon pour une équipe de santé mentale d'envisager cette complexité avec sérénité est, semble-t-il, d'entendre son travail comme partie d'une action transversale au bénéfice des populations primo-arrivantes, de leur insertion et bien-être. Cette action en transversalité entre thérapie et intégration comporte de nombreuses étapes. Se informer, se concerter, se coordonner, médier, coopérer, évaluer ensemble, théoriser ses pratiques, faire savoir le savoir-faire collectif, inventer de nouvelles pratiques, s'élargir vers d'autres domaines, éducation permanente, insertion professionnelle, et interpeller le politique. Chacun avec son savoir et ses ignorances, ses faiblesses et ses apports, tout en complémentarité. Notons que cette philosophie collaborative trouve également un écho au sein même de l'acte thérapeutique. Nous l'avons vu, face à la diversité culturelle, le thérapeute se trouve parfois démuni, voire ignorant. C'est une des raisons pour lesquelles il lui est difficile d'envisager la prise en charge de personnes d'autres aires culturelles, voire d'accueillir en son cabinet le regard d'un intervenant étranger à sa pratique, l'interprète, peur de perdre la face? Peur que l'on perçoive son ignorance? C'est en pareille situation de prise de conscience de nos limites que nous pouvons le mieux apprécier l'expertise de l'usager. En médecine, la position du patient est très souvent celle d'un objet de soin. Celle de l'analysant et d'un sujet qui se cherche, face à un autre sujet supposé savoir. L'application de l'une ou l'autre de ces positions à un migrant exilé, traumatisé, s'apparente à une entreprise de démolition selon Schurman 2010. Notre travail ne doit-il pas viser au contraire, à reconnaître la valeur universelle des cultures? Le bagage que le migrant apporte avec lui est à reconnaître comme une expertise. Cette reconnaissance va de pair avec l'identification des valeurs, des références, mais également des souffrances dont peut être porteur le consultant. Si le professionnel est pris par des peurs, il n'est pas difficile d'imaginer le désarroi du patient. À quoi bon parler de mes difficultés, que vont-ils y comprendre? Ils me prendront pour un fou. La reconnaissance permettra de réinstaller en lui la confiance, le sentiment de la valeur de son existence, condition sine qua non d'une renaissance après un trauma qui a pu tout annuler dans la vie de cette personne. L'usager mais au-delà, les autres usagers,
Les anciens usagers avec qui des relations ont été maintenues sont autant de partenaires de soins en santé mentale. L'expertise du vécu est pourtant une facette encore peu théorisée en santé mentale. Pourtant, analyser le contexte social et culturel tant du pays d'accueil que du pays d'origine avec le consultant peut amener à des connaissances et à une lecture anthropologique. En tant que personnel soignant, il faut oser la position du candide. Notre naïveté peut être une ressource salvatrice pour les deux parties. C'est une manière de dire à l'autre « tu me formes », c'est un troc, une forme de symétrie relationnelle, une autre alliance thérapeutique. Elle s'installera progressivement, générera une confiance mutuelle, nécessitera une forme d'engagement peu habituelle de la part du thérapeute, parler de soi par exemple, mais aussi de sa pratique, de son expérience, d'autres cas similaires. Enfin, elle engendrera une autre forme d'écoute. Et dans votre pays, comment aurait-on agi face à ce même problème ? Se pose alors la question de la bonne distance critique face à l'expertise de l'autre. Par exemple, invoquer les djinns exclusivement si le sujet les mentionne lui-même, peut renforcer le patient. Cela peut en effet jouer un rôle dans sa déculpabilisation face à telle ou telle situation. Pourtant, le risque existe aussi de le déresponsabiliser, la personne et son milieu, de son propre devenir, d'éviter de voir la véritable source de la souffrance. Une des compétences interculturelles des intervenants en contexte de diversité, Manceau 2002, est justement de pouvoir sans panique accepter le jeu, l'alliance thérapeutique, l'étonnement, mais aussi l'attente, l'ordre des choses, en se disant que l'on pourra agir par la suite. L'autre ne doit pas entrer totalement dans notre cadre, et nous, de notre côté, nous ne pouvons pas savoir tout de sa culture. Si personne n'est spécialiste de rien, personne n'est spécialiste de tout. Le fait de s'informer, d'accueillir, d'avoir une ouverture critique à autrui permet de viser un juste milieu. C'est alors que de défi, la diversité devient une opportunité. Cette prise de distance est d'autant plus nécessaire que très vite, l'intervenant dans un milieu multiculturel se rend compte que la culture de l'autre n'existe pas en tant que telle, pas plus que sa propre culture. Le symptôme le plus immédiat de cette prise de conscience est la difficulté que nous avons, autant que nous sommes, de décrire spontanément en quoi consiste notre culture. Non seulement nous sommes tous et de plus en plus fruits d'une super diversité culturelle, Vertovec 2007, mais en outre, nous sommes construits à travers le regard des autres. La diversité représentée par une personne immigrée turque est sans doute différente de celle d'une autre personne turque qui vit ou qui vient d'une autre région de la Turquie, qui a une autre carrière professionnelle ou migratoire, une autre orientation sexuelle, un autre âge, éventuellement un handicap ou une mauvaise santé, un certain rapport au religieux, etc. Cette diversité a certainement bien des aspects qui font sens pour le thérapeute, comme bien des facettes obscures. Du reste, cette diversité se brassera encore durant la thérapie suite notamment au contact du psychologue. Ce dernier évoluera également. Comment travailler cette relation dans la durée afin d'augmenter les éléments favorables et diminuer les éléments défavorables au sujet, à la mixité, à la vie ? La clé de lecture genre en contexte migratoire est enfin un autre des défis importants. Il faut considérer de prime abord que la majorité des professionnels des domaines de la santé mentale et de l'aide sociale sont des femmes, comme plus de la moitié des usagers des dits services. Dans les salles d'attente des services de psychologie, le cas des femmes immigrées, seules, amputées de leur famille élargie, sans ressources, avec enfants attire le regard tant par l'importance quantitative de ce groupe que par l'éventail des difficultés médicales, psychologiques et sociales qu'il représente. L'observation montre par ailleurs que ces situations marquent davantage la sensibilité et l'imaginaire des personnels soignants. La question essentielle semble être la possibilité qu'une femme a de maîtriser sa propre vie, et celle de ses enfants. Le cadre thérapeutique prend vite sens. Créer une relation affective positive et offrir un tuteur de résilience. N'y a-t-il pas quelque chose de plus large à travailler, d'autres hypothèses à poser ? Quelles sont les véritables sources de l'héritage de ces femmes ? Comment interagir avec les familles d'origine, les éventuels hommes de l'histoire, père, frère, mari, les belles familles ? Comment les intégrer dans la stratégie clinique, et faut-il les intégrer ? Quelles sont les limites ? Lorsqu'il y a immigration, il existe souvent un besoin de conserver des choses qui parfois n'existent plus au pays d'origine.
Leur transmission fait partie de ce besoin de loyauté, d'identité et d'appartenance. Aussi, les femmes, en tant que mères et éducatrices potentielles, se voient imposer un rôle de conservation, pureté, virginité, qui les charge de plus de responsabilités que les hommes. On s'attend à ce qu'elles fassent passer ces valeurs avant elles-mêmes. Le travail en service de santé mentale ne doit-il pas soutenir l'adaptation de ces rôles au contexte du pays d'accueil ? Ne doit-on pas favoriser un partage plus équitable de ces responsabilités au sein du couple parental, voire dans la famille élargie ? Face à des schémas collectifs, la démarche des ' aide doit également se collectiviser, comprendre des partenariats avec des services appropriés, des ressources dans les groupes immigrés, mais également des espaces de parole et de créativité, travail avec les contes, impliquant des groupes de femmes et de familles concernées, installant ainsi des dialogues intergénérationnels, hommes-femmes, père-mère et une action en termes de parentalité, violence, châtiment corporel, maltraitance, absence d'émission du père, valorisation des rôles parentaux, renforcement de ', éducation diffuse, soutien communautaire, aide associative. Autre défi, que faire si une femme consulte pour son mari ? Y a-t-il une opportunité à requalifier l'intervention individuelle en thérapie de couple ? Les rapports de violence ne sont pas toujours à sens unique. Les systèmes de mariage en immigration peuvent suivre des modèles très inhabituels parce que fonctionnels par rapport à des urgences économiques, demande de main-d'œuvre familiale, possibilité d'immigration, peu connues ou disparues dans les sociétés occidentales. Les femmes qui épousent des hommes du pays d'origine risquent d'infantiliser leur mari, car elles connaissent la langue, les institutions, etc. du pays d'installation, TA 2014. Face à l'abondante littérature sur les femmes immigrées, l'étude des masculinités en immigration a un retard certain. La polygamie, les diverses formes de parenté, les mutilations génitales sont encore d'autres défis genre qui interpellent les intervenants. Proposition d'un cadre d'analyse et d'action. Afin de réduire la complexité du travail avec les publics issus des migrations, nous proposons une grille de réflexion et d'intervention qui table sur les 3 dimensions relevées par Berry 2001. Un premier axe anthropologique porte sur le rapport aux choses matérielles et idéales que nous développons tous et toutes. Le deuxième axe est sociologique et concerne l'appréhension des rapports de force entre individus et entre groupes. Ces 2 premiers axes ont pour fonction de décrire et de rendre intelligible une personne, un groupe ou un contexte. Enfin, le dernier axe est dédié à la pratique psychologique. Ce que le professionnel de la santé mentale peut et est censé faire face aux situations complexes, pétries de diversité qui se présentent à lui. Comme montre le premier axe, anthropologique, les premiers marqueurs de diversité sont immédiatement sensibles comme les phénotypes, les capacités linguistiques ou les accents, les signes visibles, par exemple vêtements et accessoires, des appartenances et croyances, etc. Parfois, ces signes visibles se présentent à nous comme des leurres. Il ne faut jamais hésiter à les interroger. Ces différences sont-elles effectives ? Supportées, revendiquées par leurs porteurs ? Pourquoi ? Dans quelle mesure ? Depuis quand ? Sont-elles des obstacles à la relation, au travail thérapeutique ? Ce n'est sans doute pas un hasard que des réactions ostracisantes prennent ces dimensions visibles comme cible. Leur visibilité n'est due qu'à leur superficialité et elles ne doivent pas nous tromper. La compréhension de l'être, le sens qu'il attribue aux choses, sont davantage logés dans des dimensions anthropologiques cachées, invisibles, dont l'accès n'est possible qu'à travers l'écoute, le dialogue et le débat. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait Saint-Exupéry. Les dimensions cachées de l'être sont ses rapports à la relation clinique, surtout avec des sujets adultes, permet de pointer quelques-uns de ces rapports fondamentaux. Notre liste n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Le rapport à l'inconnu est le premier d'entre eux. L'inconnu est souvent considéré comme angoissant, une angoisse qui pousse à réagir, à mettre en place des mécanismes de défense. Dans les pays industrialisés, mais plus exactement parmi les personnes ayant bénéficié d'une longue scolarité, la science ou la raison matérialiste est par exemple une forme de réponse face à l'inconnu, parfois imparfaite, mais considérée comme satisfaisante. D'autres groupes socioculturels peuvent par contre utiliser des rationalités immatérielles, comme les divinités. Il n'est pas question de classer les individus de manière binaire. En réalité, nous nous situons tous quelque part sur ce continuum matériel-immatériel,
et notre position peut varier selon les époques de notre vie, nos expériences, nos rencontres. Faut-il encore noter que cela peut aussi dépendre du domaine considéré. Personne n'est savant en tout, nous croyons ce que nous ne connaissons pas et la connaissance a ses limites. La science jusqu'à la preuve du contraire. Là où la certitude de la croyance est sans borne. Situer la position de l'interlocuteur dans ce système de croyance et de sens, combiner avec lui et ne pas imposer notre propre point de vue est un élément central dans la relation clinique, dans la relation d'aide ou la formation aussi, afin de ne pas verser dans le déni ou la disqualification de l'autre. Il s'agit de chercher les voies d'une alliance ou à tout le moins, de compromis, intégrer dans nos discours et agir sur les croyances de l'autre avec respect. Le rapport au temps est une dimension culturelle importante, Hall, 1984. Au-delà de l'impact pas toujours anecdotique du respect ou non des heures de rendez-vous, les conceptions du temps peuvent être cycliques, tournées vers le passé ou l'avenir, parfois en lien avec des vies antérieures ou parallèles. Nous ne parlons pas nécessairement d'entités métaphysiques. Pour certains immigrés, le temps est comme arrêté à la date de l'immigration. Il y a un avant et un après. Une vie parallèle, cela peut être l'existence d'une famille laissée là-bas dont on ne peut pas évoquer l'existence ici. Ce n'est qu'à travers un dialogue de confiance que l'on peut se rendre compte de ces rapports cachés, qui pourront alors éclairer un comportement désarçonnant. Le rapport à l'espace synthétise les relations complexes entre nomades et sédentaires. Imaginons ce Rwandais ayant obtenu une bourse pour faire ses études en Russie, études qu'il complète en Bulgarie avant un post-doctorat en Allemagne. Dans l'impossibilité de rentrer au pays, après le génocide, il demande l'asile à la Belgique. Arrivé à Ath, il se retrouve devant une employée de l'aide sociale née dans cette localité et y ayant effectué toute sa scolarité. Ces deux êtres, l'un nomade, l'autre sédentaire, ont probablement des visions du monde très différentes, avec des ressources également différentes et complémentaires pour agir dans ce monde. Dans un cas, le patrimoine matériel se résumera sans doute à une valise seulement. Dans l'autre, indépendamment de la richesse personnelle, le sentiment de propriété s'étendra à l'ensemble du terroir. Le rapport à l'espace de tout un chacun, un rapport changeant à travers le temps et les domaines, orientera la réponse que nous sommes capables de donner à la question « À qui appartiennent les choses ?» Le nomade ne possède rien, mais le monde lui appartient. Il le fertilise par ses pérégrinations. Le sédentaire est attaché à un terroir peut-être réduit, mais dont il a le sentiment de pleine possession. Il a pour charge de conserver et d'accumuler des valeurs. Le deuxième axe sociologique questionne les rapports à l'autre. Les rapports sociaux sont nécessairement asymétriques dans notre monde culturellement hétérogène et socialement inégalitaire, même si cela doit être compris dans le cadre d'un temps cyclique, bref ou long, où ces rapports de force peuvent s'inverser. S'il n'y a pas de relation sans rapport de force, certaines cultures renforcent l'asymétrie entre jeunes et vieux, parents et enfants, hommes et femmes, supérieurs et subalternes, riches et pauvres, etc. Le rapport à l'autre est évidemment aussi une représentation changeante à travers le temps, les contextes et les usages. Il implique la réponse que nous sommes capables de donner à la question « À quoi appartiennent les gens ? À la nation, à la religion, à la collectivité, à la famille, à eux-mêmes ?» Ces réponses s'échelonnent le long d'un continuum individualisme-collectivisme, Triandi 2001. Si la dimension collectiviste, patente dans la majeure partie du monde, est davantage cachée dans les sociétés occidentales, elle y est toujours présente. Qui ma fille doit-elle épouser ? L'élu de son cœur ou un homme qui maintiendra la lignée ? On peut voir que cette dimension, pas plus que les autres, n'est liée à la religion ou à l'ethnicité. Des personnes de religions très différentes peuvent partager ou avoir partagé la même orientation et au sein d'une même communauté culturelle, diverses orientations peuvent cohabiter, bien qu'en proportion quantitativement inégale. Selon les contextes, opposition minorité-majorité par exemple, et la position occupée dans cet antagonisme, un groupe ou une personne peut préférer mettre en avant telle ou telle dimension de son identité. C'est ainsi que Barthes, 1998, explique l'extrême volatilité et la profonde vacuité des constructions identitaires généralisantes et totalisantes. Enfin, le dernier axe de notre trilogie est à caractère psychologique et tourné vers l'action. Il concerne d'abord la communication sous toutes ses facettes, orale ou non, verbale ou non,
direct ou non, formel ou non, en binôme, en collectivité, réelle ou virtuelle, sinon le seul du moins le principal outil de l'intervenant psychosocial et éducatif. Il est important de réfléchir au statut de chaque canal de communication, notamment au sein des populations éloignées de nos standards de formation et de nos références culturelles. L'axe psychologique, c'est ensuite comprendre que l'ensemble des dimensions égrenées jusqu'ici permet à tout un chacun sain et compétent de composer et de manier un profil identitaire personnel, mais forcément nourri de parcelles d'identité collective, savamment dosées selon les contextes et les objectifs du moment. Aussi, le sens de la relation d'aide ou de la guidance psychologique en milieu multiculturel peut être d'aider le sujet, singulier ou pluriel, à maîtriser son profil identitaire en fonction de son contexte et de ses stratégies, et de renforcer ainsi ses compétences interculturelles. Manceau 2002. Enfin, cet axe nous suggère d'apprendre à lire l'environnement socio-culturel des usagers et de nos services à la recherche de ressources et de pièges afin d'aider les patients et les collègues à y cheminer. Quelle est la part de la patientèle qui relève de la diversité culturelle? Nos ressources en langues étrangères sont-elles suffisantes ou valorisées? Au sein de l'équipe? Au sein du partenariat? Quelles connaissances avons-nous sur cette population? Quelles sont la nature et la taille des réseaux communautaires autour de ces personnes? Quelles sont la source et le contenu de leurs héritages culturels? Quand la communauté aide-t-elle? Quand enferme-t-elle? Quels sont nos communs dénominateurs et nos divergences? Sur quel levier socioculturel appuyer le travail thérapeutique? Comment travailler l'angoisse face à l'inconnu des intervenants? Et l'appréhension face au vécu de violence? Bien loin d'une connaissance encyclopédique, adopter une discipline interculturelle, c'est donc se donner la chance d'acquérir les clés des contextes dans lesquels cheminent les usagers et les clés d'une rencontre positive entre usagers et services. Bibliographie. Aboudef et Lévy S., accent aigu DS. 1999, Reducing Racial Prejudice, Discrimination and Stereotyping, Translating Research into Programs, Journal of Social Issue, volume 55, N-4, page 621 à 803. Barth F. 1998, Ethnic Group and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Lingrove, Waveland Press. Berry J.W. 1990, Psychology of Acculturation, Berman J., édition, Nebraska Symposium en Motivation, volume 37, page 201 à 234. Berry J.W. 2001, Psychology of Immigration, Journal of Social Issue, volume 57, N-3, page 615 à 631. Berry J.W. et Kaliner, 2000, Multicultural Policy and Social Psychology, The Canadian Experience, Runshon S. et de Kit J., accent aigu DS, Political Psychology in Cross-Cultural Perspective, New York, Macmillan, page 263 à 284. Brewer Monsieur et Browner, 1998, Intergroupe Relations, Gilbert D. Fiskes et Lindsay G. accent aigu DS, Handbook of Social Psychology, New York, Oxford University Press, volume 2, page 554 à 594. Browner et Gertner S., accent aigu DS. 2001, Blackwell Handbook of Social Psychology, volume 3, Intergroup Processes. Oxford Blackwell. Bogikian Radcliffe B. et Suardi F., 2006, l'interprète dans une consultation thérapeutique, conception de son rôle et difficultés éprouvées, Psychothérapie, volume 26, numéro 1, page 37 à 49. Holle 1984, La danse de la vie, temps culturel, temps vécu, Paris Seuil. Hermann 2004, Clinique de l'infortune. La psychothérapie à l'épreuve de la détresse sociale. Paris, Les empêcheurs de penser en rond. Hervieux Wayne F. 2005, Une boussole pour la vie, les nouveaux rites de passage, Paris, Albin Michel. Liebkind K. 2000, Acculturation, Browner et Gertner S. accent aigu DS, Blackwell Handbook of Social Psychology, Oxford, Blackwell, volume 3, page 386 à 404. Manceau A. 2002, Compétences interculturelles des jeunes issus de l'immigration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.